Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cause Toujours, le podcast qui met en lumière les parcours extra de femmes et d'hommes ordinaires qui œuvrent à faire de l'entreprise un lieu où s'expriment librement les talents. Je suis Loubna Méliane, leader égalité-pluralité chez OnePoint. Venez écouter ces voix qui, par leur engagement, bousculent les rapports aux autres dans Cause Toujours, parce qu'en parler, c'est avancer. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Pour le lancement de ce podcast, je vous propose de faire la connaissance de Jean Spiry, l'homme aux 1000 vies. Engagé à tous les niveaux, professionnels bien sûr, mais aussi en politique et dans le tissu associatif. Depuis 2015, au sein de OnePoint, il s'occupe de la stratégie du groupe et a accompagné des moments importants de sa transformation. L'association Notre Cercle, qui s'engage pour la cause LGBT+, dans le monde professionnel, l'a désigné le 17 mai dernier lors de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie comme lauréat de la première cérémonie des rôles modèles LGBT+, et alliés en entreprise dans la catégorie dirigeants LGBT+. J'en profite aussi pour partager avec vous une bonne nouvelle. Nous sommes fiers chez OnePoint, puisque d'ici peu, nous allons signer la charte de l'engagement LGBT en entreprise à l'initiative de l'association Notre Cercle. Alors, ouvrez grand les oreilles et partez avec nous à la rencontre de Jean. Bonjour Jean. Bonjour Loubna. Alors pour commencer, Jean, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, même si j'ai bien conscience d'en avoir dit déjà beaucoup ? Oui, beaucoup. D'ailleurs, je vais essayer de pas trop rougir. Ça tombe bien, on est en podcast, donc ça se voit pas trop. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde public. J'ai fait 10 ans de secteur public, dans plusieurs ministères, notamment au ministère de la Santé. Et après, j'ai eu la chance, en passant dans le privé, d'avoir une belle rencontre avec un entrepreneur extraordinaire que vous connaissez, et qui est David Layani. Puis c'est vrai que je me suis engagé très tôt en politique locale, dans ma ville à Courbevoie, puisque j'avais 25 ans la première fois que j'ai été élu. Et dans le prolongement de cet engagement, j'ai été élu plus récemment, en 2015, au conseil régional. J'ai la chance, et ça c'est une vraie chance, de pouvoir travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur. La santé, la prévention, la lutte contre le VIH-Sida, qui est un engagement ancien. Et c'est vrai que, en tant que président d'une association de lutte contre le VIH-Sida qui a 30 ans, une des plus anciennes, qui s'appelle le CRIPS, eh bien, je peux participer à cette lutte à un moment important, puisque sur le plan national comme sur le plan international, on est vraiment à un moment où on peut casser l'épidémie, et c'est très important d'y arriver. Et en France, malheureusement, les chiffres sont pas très bons, donc il y a beaucoup de boulot. Et c'est vraiment passionnant pour moi. Et ces différentes vies, elles se complètent, elles sont pas antagonistes, elles se nourrissent. Mais quand tu dis que les chiffres sont inquiétants, il y a un retour du VIH en France, on se protège moins. Alors, on se protège moins, et notamment les jeunes. Il n'y a pas de retour, il y a une stabilité. Et déjà, une stabilité dans un contexte mondial où ça baisse, c'est déjà pas un résultat extraordinaire. Ok. Et alors, parlons un peu de OnePoint. C'est quoi ta mission au sein de OnePoint ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, ma mission au sein de OnePoint, je pense qu'elle illustre bien ce qu'est OnePoint, c'est-à-dire toujours une entreprise qui a une organisation un peu start-up, des mécanismes de start-up, même si c'est devenu une grande entreprise, enfin une entreprise de taille moyenne. C'est-à-dire que auprès de David, j'ai accompli différentes missions, en effet avec une dimension de stratégie, mais qui allait à mon arrivée du travail sur la nouvelle identité visuelle, la nouvelle identité du discours d'entreprise, la nouvelle organisation, les nouveaux locaux, tu l'as dit, des dimensions aussi plus sur l'innovation, et puis plus récemment un accompagnement des relations sociales auprès de Mathieu Fouquet, puisque je préside notamment le CE qui est devenu le CSE depuis les récentes élections. Alors, on sent bien que tu es très engagé. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où vient cet engagement ? Qu'est-ce qui a fait qu'à 25 ans, on décide de se présenter en politique ? C'est jeune pour se présenter en politique, 25 ans. 25 ans, on va plutôt dans des organisations étudiantes ou des ONG. Pourquoi la politique ? Pourquoi cet engagement aussitôt ? Il y a quelque chose qui t'a marqué ? En fait, moi, j'avais plutôt la volonté de faire une carrière dans l'administration. Et j'ai eu la chance, mais la chance est un peu le hasard d'entrer très vite en cabinet ministériel auprès de Michel Barnier, d'abord au ministère des Affaires étrangères et européennes, ce qui correspondait là pour le coup à mon engagement associatif, parce que j'étais engagé dans une association européenne, et puis après au ministère de la Santé. Pendant plusieurs années, je travaillais avec un ministre, on peut dire son nom d'ailleurs, qui s'appelle Xavier Bertrand, et qui avait coutume de dire, voilà, ce qu'on fait au niveau national,
à peu près un tiers qui va entrer dans les faits, un tiers qui va se perdre un peu dans la mécanique administrative, et puis un tiers qui sera tout de suite abandonné par le successeur. Il disait, dans la vie politique locale, c'est 100%. C'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi beaucoup de contraintes dans la vie politique locale, mais c'est vrai qu'on est au plus près des problèmes des gens, et c'est pas qu'une façon de parler. C'est-à-dire résoudre un problème concret, c'est pas la même chose que de décider d'une mesure globale. Et moi, ça m'est arrivé d'essayer d'appliquer une mesure que j'avais moi-même conçue sur le terrain, et de me dire au bout d'une demi-heure, mais quel est l'âne batté qui a inventé ce truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est à l'épreuve du terrain, ça marche pas du tout. Et donc c'est un double éclairage qui est très important. Et c'est vrai que c'est un beau service, la politique locale. C'est un beau service. Mais en tout cas, c'est très agréable de t'entendre en parler de cette façon-là. C'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a une proximité que tu retrouves pas ailleurs, en tout cas quand tu as un engagement politique. Revenons-en plus à tes engagements associatifs et au sujet LGBT+. Pourquoi t'es engagé sur ces sujets et pourquoi aujourd'hui, par exemple, l'autre cercle te reconnaît comme un rôle allié modèle sur ces questions en entreprise? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors pourquoi on est reconnu, ça c'est pas forcément à nous de le dire. T'as quelques idées quand même, t'imagines bien que t'as fait des choses qui font que... J'ai quelques idées. En fait, le CRIPS, donc l'association que je préside, historiquement est une association qui est très active et très engagée dans la lutte contre les LGBT-phobies. Donc ça, c'est un héritage historique que j'ai bien sûr porté depuis que je suis président. La région est assez active en matière de lutte contre les LGBT-phobies, et donc voilà, je fais partie de ceux qui, à la région, s'engagent, reçoivent les associations, voient avec elles comment on peut les soutenir. Et puis c'est vrai, je dirais à titre plus personnel, que j'étais pas un grand... comment dire ? J'étais pas convaincu qu'une visibilité personnelle avait un quelconque intérêt ou impact. Je le dis honnêtement. Et le fait de m'engager plus, de militer plus, parce qu'on m'avait confié cette responsabilité, ce qui au début d'ailleurs m'avait un peu... gêné ? Ouais, m'avait un peu gêné parce que je voulais pas qu'on me confie des responsabilités politiques uniquement dans ce domaine. Enfin voilà, j'ai fait d'autres choses dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique, et voilà. Et puis finalement, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Il faut aussi parfois savoir se mouiller personnellement. Et donc, je suis content aujourd'hui de le faire. Je suis content aussi de voir que certains collaborateurs de OnePoint qui ont noté mon engagement sont venus m'en parler, dont moi un qui m'a nominé pour ce prix, parce qu'en fait on est nominé par quelqu'un de son entreprise. D'accord. Et donc voilà, donc je suis... Et on peut savoir qui? Non. Tu connais ma curiosité. C'est pas. Voilà, donc pour moi c'était important, j'étais très touché, justement, parce qu'on n'imagine pas quand on s'engage qu'on puisse être considéré comme un modèle. Alors modèle, c'est le terme qui est employé, je trouve ça un peu fort, mais voilà, mais si ça peut aider des gens qui font de la politique, quand même un milieu particulièrement homophobe, des gens qui, en effet, dans l'entreprise, ont du mal à s'assumer. Moi, je me souviens quand je suis arrivé chez OnePoint, mon premier déjeuner le premier jour, avec des gens très sympas, j'aimais beaucoup. Tout de suite, une des premières questions qu'ils m'ont posées, on parlait de tout et n'importe quoi, c'est alors ta femme, elle fait quoi, etc., etc. Et en fait, on se sent toujours con dans ces moments-là, quoi. C'est le premier jour, c'est la première fois, on sait pas très bien ce qu'on doit répondre. Voilà, et en fait, c'est vrai que ça peut contribuer à ce que les réponses soient plus simples, j'en serais très heureux. Et est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que sur ces questions d'LGBT+, ou sur ces sur l'homophobie ou sur la transphobie, tu as le sentiment qu'en entreprise ça évolue, que c'est un problème que les entreprises sont prêtes à regarder en face, que les mentalités évoluent et que c'est plus simple de dire quand on est de dire oui, moi j'ai un conjoint et je suis un homme, ou j'ai une conjointe et je suis une femme, ou tu sens qu'il y a encore des blocages? Non, il y a encore des blocages. Enfin, je pense qu'il y a deux choses. Le fait d'en parler, le fait pour les politiques pour les entreprises justement d'adopter des politiques de lutte claire contre les LGBT-phobies font qu'un certain nombre de paroles, de réflexes sont en train de disparaître. Je ne veux pas dire forcément que les gens changent d'ailleurs ce qu'ils pensent par devers eux, mais au moins ça en limite l'expression. Alors malheureusement, il faut du temps.
On sait tous que même dans les entreprises les plus avancées, il peut encore y avoir des remarques particulièrement déplacées, etc., etc. Les DRH changent dans leur appréciation de choses toutes bêtes sur les congés parentaux, par exemple, sur les avantages aux conjoints dans certains CE. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent sur les mobilités internationales. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Justement, l'autre cercle fait partie des associations qui contribuent beaucoup. Après, il ne faut pas que les entreprises s'arrêtent au le pinkwashing, c'est-à-dire c'est très simple de dire, de mettre un joli drapeau arc-en-ciel sur sa façade une fois par an et de rien faire le reste du temps et de pas voir qu'en fait pas grand-chose ne change derrière. Donc c'est un vrai travail de long terme, mais comme d'ailleurs la lutte contre toutes les discriminations. Mais il y a une tendance aujourd'hui à penser facilement que allez c'est super, on s'engage, on sort le drapeau et puis c'est réglé. Non, c'est un travail qui est plus profond et puis il y a des commentaires, des attitudes de gens qui sont tellement hauts dans la hiérarchie d'une entreprise qu'il faut savoir dénoncer et sanctionner. Et à OnePoint, alors tu pourras nous raconter comment ça avance sur ce sujet. Alors je suis bien au fait, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place sur les sujets LGBT+. Il y a une réunion qui est prévue le 3 juillet, si je dis pas de bêtises, pour essayer justement de construire collectivement les initiatives ou comment on peut aborder ces sujets sans obliger les uns et les autres à faire ce qu'on appelle leur outing. C'est pas l'objectif. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? J'ai l'impression, ce dernier sujet dont tu parlais, j'ai l'impression que dans le groupe de travail LGBT, et c'est ça qui est formidable, il y a autant de ce qu'on appelle des alliés, c'est-à-dire des gens qui sont pas LGBT, voilà. Et donc c'est aussi très bien parce que du coup c'est pas vécu comme comment dire, si je vais dans ce groupe de travail, c'est forcément que je le suis, donc tout le monde le saura, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est bien parce que c'est forcément avec tout le monde qu'on progresse. Je pense pour une autre question qui est celle du sexisme. Voilà, non mais l'association Jamais sans elle, où il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent. Tout à fait. C'est très important que ce soit le projet de tout le monde. C'est pas le projet d'une communauté. C'est le projet de tout le monde. Et ça, je pense qu'on l'a bien compris chez OnePoint. Et grâce à toi, il y a une vraie dynamique qui est née sur ces sujets. Je pense qu'il y avait une vraie volonté qui existait depuis longtemps de David, de Mathieu, de porter ces sujets et un vrai discours de respect, de partage et de fraternité. Mais c'est bien qu'aujourd'hui on puisse le décliner vraiment en politique concrète. Et puis encore une fois, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui s'engagent, même s'ils ne sont pas concernés directement par le sujet. Je crois que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Quel conseil tu donnerais justement à des personnes qui voudraient faire bouger les choses dans leur entreprise? Est-ce qu'il y a une façon de faire ou une façon d'aborder ces sujets sans donner le sentiment que ce soit un combat entre guillemets communautaire, mais que c'est un vrai sujet où il y a une vraie souffrance en entreprise? Voilà, si tu avais un conseil à donner, ce serait lequel? Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de films, de documentaires, etc. qui montrent ce que réellement produisent les discriminations. On parle d'LGBT-phobie, c'est très bien, mais il y a un sujet qui nous tient à cœur au CRIPS, qui est la sérophobie, c'est-à-dire les discriminations envers les personnes vivant avec le VIH, qui sont des discriminations encore très fortes dans l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH sous traitement, non seulement ne transmet plus le virus, mais a une durée de vie, une espérance de vie tout à fait équivalente. Donc voilà, un autre exemple de discrimination. Pour revenir à ta question, signer la charte de l'autre cercle, qui est une charte en effet qui est engageante, qui met en avant une politique inclusive, et qui oblige aussi à prendre des actes et puis à aborder vraiment tous les sujets, parce qu'on parle de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, il y a aussi des écarts de rémunération entre les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles. Ça c'est très documenté. Donc il y a plein de façons d'aborder ce problème et de le prendre. Donc je pense qu'il y a un travail de sensibilisation. Et puis moi je suis pas contre. Là aussi j'ai changé d'avis. Tu vois, on change d'avis. Moi en effet, je trouvais que parfois les actions dites trop communautaires étaient pas forcément productives. En fait, je pense que de temps en temps, faut pas hésiter à faire un peu d'affirmation, faut pas hésiter à créer un groupe, une association, faut pas hésiter à sortir un peu son petit drapeau. Moi je sais que chez EY, il y a tout un petit collectif qui a fait ça, c'est-à-dire ils ont fait un truc tout bête, ils se sont battus, ils ont des trucs moches là qui portent autour du cou, comment on peut appeler ça, un cordon, un cordon, ouais, un cordon. Et donc ils se sont battus pour avoir des cordons arc-en-ciel et puis pour le faire porter au maximum de personnes, y compris leurs dirigeants. C'est tout bête, mais c'est une bonne manière de montrer l'inclusivité de l'entreprise. Donc, faut pas avoir peur non plus de marquer un peu de façon visible ce soutien.
Donc par des petits gestes, des fois on peut gagner de grandes batailles. Oui, quand David l'année dernière a posté un message sur Workplace, pour souhaiter une bonne marche des fiertés, il y a eu énormément de vues, énormément de likes, énormément de commentaires positifs, ce qui voilà. J'allais dire, on savait pas très bien comment ça allait réagir, et je crois que ça montre bien qu'en fait c'est très bien accepté, qu'il y a une vraie attente, et puis qu'il y a une majorité de gens qui trouvent ça normal et sympathique et pas enfermant dans une communauté. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui ? D'être en face de toi, Loubna. Ah, t'es gentil. Non, plus sérieusement. Il y a quelque chose qui te rend fier, parce que t'es sur plein d'actions, t'es sur plein de champs différents, que ça soit dans le milieu associatif, politique, dans le milieu de l'entreprise. Elle est dure la question. Hein. Non, elle est dure parce que si je dis la chose dont je me sens le plus fier chez OnePoint, chez Ocris, machin, etc., ça a du sens, mais sinon je risque de vexer quelqu'un ou quelque chose. Non, mais toi, personnellement, qu'est-ce qui te rend fier d'être à la pointe de ce combat, d'aujourd'hui d'être reconnu comme un rôle modèle. Non, ce qui me rend le plus fier, c'est de plus avoir peur de porter les combats que je souhaite porter. Et ça vaut en santé publique, ça vaut dans d'autres domaines d'ailleurs. Je me sens plus lié aujourd'hui, comme ça aurait pu être le cas avant, par des barrières de parti, par même des freins qu'on se met parfois à soi-même. Et donc aujourd'hui, je suis très content de porter les combats qui sont les miens. Je suis très content de le faire sans me préoccuper de ce que pensera un tel, de savoir si c'est dans la ligne d'un parti, etc. Tant que j'en suis convaincu, je suis heureux de pouvoir le porter. Et si en effet ça peut contribuer à changer les choses, j'en serais particulièrement heureux. Mais en tout cas, avoir dépassé ces barrières qu'on se fixe à soi-même, parce qu'en fait on se les fixe toujours à soi-même, pour vraiment ne pas avoir peur de porter franchement des combats et de m'exposer, eh bien, j'en suis très heureux. Alors, ce podcast va se terminer parce que tu es le premier à expérimenter cette émission, avec une petite phrase, une dernière question, pardon. Quelle personne t'inspire ? Il y a quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie d'y aller Ah, je te sens bien t'es dans la réflexion. Alors, vous le voyez pas, mais je peux vous le raconter, il est très pensif, là. Je veux dire pourquoi je suis dans la réflexion. Parce qu'en fait, il y a une personnalité qui m'inspire beaucoup, que personne ne connaît. Et à chaque fois que j'en parle, tout le monde se moque de moi. Non, ici on se moquera pas de toi, je te rassure. Et donc c'est pour ça, c'est pour ça que je rigolais un petit peu. C'est quelqu'un qui s'appelle Justin Godard, qui était un parlementaire de la Troisième République, qui a créé la Ligue contre le cancer, qui a beaucoup travaillé sur les lois sociales internationales, qui est juste parmi les nations pour son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était aussi un fervent partisan de la décolonisation, et qui en même temps était un type assez marrant, qui était président de la Société des Amis de Dignol, c'était un Lyonnais, c'était un bon vivant, et en fait il y a eu plein de combats très différents, il s'est toujours engagé énormément, notamment pour la santé, tout en ayant ce côté de bon radical, bon vivant lyonnais, et voilà, et je trouve que ça manque un peu dans nos responsables politiques, les gens qui sont capables de s'engager, un coup pour l'indépendance de l'Albanie, un coup pour la Ligue contre le cancer, un jour pour le travail des enfants, comme a pu le faire Justin Godard. Donc voilà, après j'ai des sources d'inspiration plus contemporaines, mais en fait j'en découvre tous les jours. Et c'est pas qu'une façon de parler. J'ai la chance de participer chaque année à la conférence internationale de lutte contre le VIH. Il y a énormément d'activistes, il y a énormément de gens qui sont des personnes vivant avec le VIH, qui en même temps président des assos, qui ont une énergie folle, qui ont plein de bonnes idées, qui se battent dans tous les coins du monde. Et vous voyez, par exemple, j'étais au Kenya il y a un an
avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, on était au Kenya, l'homosexualité est punie par la loi. Oui, tout à fait. C'est jusqu'à plus d'une dizaine d'années de prison. Et on était avec une association gay qui s'occupe de prévention sexuelle auprès des gays, donc dans un truc qui est à moitié toléré par les autorités. Je me disais, mais le courage qu'ont ces gens de faire de la prévention, de ceux qui viennent écouter la prévention, ceux qui donnent les conseils de prévention, le dépistage, etc., dans un pays où c'est interdit, et qui font avancer la santé, et faire avancer la santé, c'est au profit de tous. Voilà, ça c'est quand même pour moi des vrais héros, des gens qui en tout cas me disent que moi, mon combat il est assez confortable, et le leur, il est essentiel. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Et puis, à très bientôt, Jean. À bientôt. Merci, au revoir. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les Gwyn. Je suis bien d'accord avec la grosse. Viens là, Tarlouse. Pas de bras, pas de chocolat. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste. Ok, bon boulin.